Bienvenue dans le débat sur France 24. Il y a 10 ans, débutait l'opération Serval au Mali à la demande du président malien. L'intervention française contre les djihadistes est plébiscitée. 10 ans plus tard, la France a quitté le pays de façon précipitée, poussée vers la sortie par les nouvelles autorités du pays. 10 ans plus tard, les djihadistes sont encore plus nombreux et ils menacent l'Afrique de l'Ouest. Et le Mali se tourne vers la Russie. 10 ans plus tard, on se demande toujours comment un tel retournement de situation a-t-il pu avoir lieu. Quelles leçons peut-on en tirer? Le djihadisme a-t-il le vent en poupe au Sahel et en Afrique de l'Ouest? Quel rôle finalement pour la France dans la région? On en débat avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Niagalé Bagayoko. Bonsoir, présidente de l'African Security Sector Network. Bienvenue dans le débat. En face de vous, Jean-Louis Thiéraut. Bonsoir, vous êtes député LR de la Seine-et-Marne, vice-président de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées. Bienvenue à vous. Wassim Nasr est avec nous. Bonsoir Wassim, journaliste à France 24, spécialiste des mouvements djihadistes, auteur de État islamique, le fait accompli, ça chez Plomb, et puis d'un article récent pour West Point, Wassim, sur l'impact justement de Wagner au Mali depuis un an. On va en parler. Thomas Hoffnoug est avec nous. Bonsoir Thomas, bonsoir. Chef du service monde de la Croix. Vous avez écrit, c'est en une du journal aujourd'hui, me semble-t-il, Armée française au Sahel, du triomphe à l'échec. C'est en plein dans le mille, en plein dans notre débat. Merci d'être là. Il y a tout juste 10 ans, je vous le disais, dans la nuit du 10 au 11 janvier 2013, la France déclenchait donc cette fameuse opération Serval. Paris répondait à la demande d'urgence du président malien de transition à l'époque pour stopper la progression djihadiste d'AQMI et de leurs alliés au centre du pays. L'intervention est applaudie. Les djihadistes sont chassés des grandes villes du Nord. En février 2013, François Hollande est acclamé par une foule en liesse à Tombouctou et à Bamako. 10 ans plus tard, vous le voyez encore sur ces images, 10 ans plus tard, la France est poussée dehors par la junte malienne. Les djihadistes progressent dans la région du Sahel. Thomas, vous qui avez justement écrit cet article aujourd'hui, en un mot, quelle leçon on peut tirer de ces 10 ans ? En un mot, c'est peut-être en plusieurs mots. Je pense que d'abord, il y a eu un vrai succès, il faut le dire, l'opération Serval en 2013. On a vu les images encore de François Hollande. En quelques semaines, ça a été, c'est vrai que l'armée française a repris le contrôle des principales villes du nord du Mali. Et l'idée, c'était de remettre le plus vite possible la gestion du pays aux autorités légales, aux autorités maliennes. En fait, ça ne s'est pas passé comme ça. L'armée française, les autorités françaises se sont rendues compte que la situation était loin d'être stabilisée, même si on avait chassé les groupes djihadistes de Tombouctou, Gao, Tessalit, etc., des principales villes du Nord. Et donc, on a fait l'opération Barkhane. Je dirais la leçon, c'est peut-être qu'on a été pris par une sorte d'excès, de péché d'orgueil, en pensant que, fort de ce succès initial, on allait pouvoir résoudre le problème dans la durée, aux côtés, bien sûr, des autorités maliennes et des partenaires locaux, parce qu'il y avait aussi d'autres pays africains qui étaient aux côtés des Français au moment de cette intervention, le Tchad et puis le Niger et d'autres pays qui avaient envoyé des forces. Voilà, je pense qu'on a été pris dans une sorte d'hubris, d'une certaine manière. On s'est dit, on va y arriver. On a réussi, on a très bien réussi les premières semaines. On va continuer. On ne va pas abandonner en chemin nos partenaires. Il y a aussi une idée quelque part généreuse. Enfin, il ne faut pas être idéaliste non plus. Et c'est vrai qu'il y a des idées aussi, il y a des visées géopolitiques dans tout ça, des visées diplomatiques. Mais quand même, il y avait cette volonté d'aider aussi le Mali, véritablement. Niagalé, hubris, donc péché d'orgueil. Qu'est-ce que c'est, quelles leçons on peut tirer ? 10 ans après. Je suis tout à fait d'accord avec ce diagnostic, mais pour moi, la leçon principale est la revanche des contextes. C'est le titre d'un grand anthropologue, Jean-Pierre-Olivier de Sardan, et on s'aperçoit qu'au Sahel, comme en Afghanistan, les acteurs internationaux, malgré les moyens technologiques, malgré les moyens en effectifs, en logistique qu'ils peuvent déployer, ne peuvent pas être triomphants dans un contexte dont ils ne maîtrisent pas les codes, les normes. Et on voit très bien que la plupart des erreurs qui ont été commises démontrent que les Français, notamment, mais ils ne sont pas les seuls, ne maîtrisaient pas suffisamment les réseaux d'acteurs locaux dans lesquels s'insère la conflictualité sahélienne aujourd'hui. Jean-Louis Thiéraut, vous êtes d'accord avec cette analyse ? Avant, je partage totalement cette analyse. Je veux quand même dire un mot en préalable. Il faut qu'on se souvienne qu'on a perdu 57 hommes au Mali et qu'on peut juger
de la pertinence de l'opération. Quand on meurt pour le drapeau français, on ne meurt pas pour rien. Et je veux quand même le dire, au moins on accomplit la mission. Après, si on évalue ce qui s'est passé, on a eu une phase qui a été une vraie réussite, qui était Serval, parce qu'on avait un objectif limité et défini, avec des moyens fulgurants pour le faire. Ensuite, on est parti dans Barkhane, et là je crois qu'on a eu un flou dans les objectifs. On a eu une ambition trop importante, qui s'inspire un peu aussi du nation building, d'un rêve d'imposer des codes occidentaux avec des moyens malgré tout limités. Et donc, on a eu toutes ces victoires tactiques et cet échec stratégique. C'est un échec, vous dites, c'est un échec stratégique. Le seul succès, et là je crois qu'il faut quand même le dire, c'est qu'on avait un objectif, c'est de ne pas avoir une emprise au sol type Daesh sur le territoire africain. Je ne sais pas ce qui se serait passé si les forces djihadistes étaient descendues jusqu'à Bamako. On avait un risque d'avoir vraiment une emprise territoriale. Cette emprise territoriale, on l'a évitée. Donc c'est un demi-échec, mais en tout cas, c'est pas un succès. Wassim, pas un succès, un demi-échec. Les leçons qu'on peut tirer? Les leçons, c'est que la guerre contre le terrorisme est une aberration. On ne fait pas la guerre contre un mode opératoire, on fait la guerre contre l'insurrection. Les djihadistes au Sahel et ailleurs, ce sont des insurrections, donc des mouvements politiques qui ont recours au terrorisme, mais qui ont des projets politiques derrière. Donc ça a été un peu mis à l'écart, et jusqu'au point, on rentrera peut-être après dans le détail, où quand même des djihadistes comme Al-Qaïda s'ouvraient à des négociations, comme au Mali ou ailleurs, avec le président Ibeka, la France posait un refus à cette négociation. C'était une erreur. C'était une erreur, et c'était une erreur qui est corrigée aujourd'hui, parce que quand le président Bazoum au Niger dit qu'il négocie avec l'État islamique et avec Al-Qaïda, la France ne dit pas non. Elle le soutient politiquement plutôt pour arriver à trouver des solutions locales. Donc je pense qu'il y a une leçon qui a été apprise, mais l'erreur originelle, j'ai envie de dire, c'est de traiter des insurrections comme on traiterait une attaque terroriste dans les rues de Paris. Tout ne se vaut pas, en fait. C'est la complexité locale qui finalement a posé problème. Je voudrais rajouter quelque chose, mais je partage totalement votre analyse. C'est que on a finalement deux crises qui se superposent. C'est qu'on a la difficulté territoriale du Mali avec des mouvements autonomistes, je pense aux Touaregs, je pense à d'autres mouvements, et là-dessus s'est glissé un djihadisme d'importation, l'un utilisant l'autre. Et l'une des difficultés, c'est qu'on n'a pas fait le départage entre les deux, et vous avez des insurrections locales, et je rejoins totalement, avec lesquelles il faut à un moment discuter, et puis effectivement du vrai djihadisme terroriste, que ce soit Al-Qaïda ou que ce soit Daesh, qui lui peut mériter un traitement particulier. Et je crois qu'on a confondu deux schémas de conflictualité qui ne sont pas les mêmes. Donc des erreurs commises. Oui, mais moi je pense que les choses ont évolué très vite. C'est ce qu'a dit Wassim aussi, c'est que inégalé sur la revanche des contextes. C'est la revanche des contextes. Au départ, avec Al-Qaïda au Maghreb islamique, on a des groupes qui sont dirigés par des gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent notamment de l'Algérie. Mais après, ces groupes, ils ont muté, ils ont recruté localement, et on s'est retrouvé pris dans des problématiques locales, des conflits communautaires. Et là, on n'était plus du tout armés. Et c'est vrai que Wassim a raison de le dire. Là, on n'est plus face à des mouvements purement terroristes. On est face à des insurrections, on fait de la contre-insurrection, et on n'est pas armé, y compris idéologiquement quelque part, ou d'un point de vue éthique aussi, parce qu'on est face à des groupes... Est-ce qu'on a été aveuglé à un moment donné ou pas ? Alors, on a été aveuglés, oui, très certainement, par les premiers succès et surtout par les objectifs qui ont été fixés, qui ont été d'éliminer les têtes du mouvement, alors que ceux-ci étaient très enracinés localement, comme on vient de le dire. Mais on s'aperçoit aussi que, bien sûr, ce sont des insurrections, ce sont des mouvements qui ont des programmes politiques, mais ce sont aussi des mouvements qui instaurent une gouvernance locale en termes de taxation, en termes de gestion des ressources, en termes d'administration de la justice, ce qui leur permet aussi de convaincre les populations locales tout en les soumettant et en commettant des exactions contre elles aussi, bien entendu. Mais le double instrument utilisé, à la fois la persuasion et l'imposition par la terreur, est très important et à mon avis n'a pas été suffisamment pris en compte. Donc décalage, Wassim, entre
la situation sur place, finalement, ce qui se passe, sa complexité et les objectifs militaires et politiques de la France au départ. La guerre contre le terrorisme est une guerre sans fin, en fait. Parce encore une fois, on ne fait pas la guerre contre un mode opératoire. Si les militaires français avaient des objectifs, comme l'a très bien dit monsieur le député, si les militaires français avaient des objectifs bien précis dans le temps, comme Serval, ça peut arriver à des résultats et des résultats tangibles. Mais quand donc on peut dire que Serval a réussi, Barkhane n'a pas réussi, c'est ça en fait la distinction. C'est pas ça, c'est que Barkhane n'a pas d'objectif atteignable. Voilà. Donc quand on n'a pas un objectif atteignable, même pour les Américains en Afghanistan, il n'y avait pas d'objectif atteignable. Quand on demande aux militaires c'était quoi les valeurs, ils disent moi je me bats pour mon compagnon à ma droite, mon compagnon à ma gauche, c'est pas un objectif stratégique ça, c'est un objectif de survie. Et ça a été dit. Et quand l'objectif c'est de survivre, donc sans vision stratégique au bout, évidemment qu'on ne peut pas voir la victoire quand elle arrive. Et je rajouterai juste quelque chose. Quand on a le JNIM, donc la branche d'Al-Qaïda au Sahel, qui dit « je suis prêt à la négociation » et la guerre avec la France se limite au Sahel, c'est un objectif qui a été atteint grâce à la force militaire française. Sauf que la France n'a pas voulu capitaliser là-dessus politiquement parce qu'on était dans la guerre jusqu'à boutiste contre le terrorisme. Donc c'était quand même paradoxal de voir Al-Qaïda sortir de la guerre épique sans fin et la France être enfermée dans cette guerre contre le terrorisme qui, au même moment, en fait, où les Américains s'asseyaient à la table des négociations avec les talibans face à 5 anciens détenus de Guantanamo. Oui, enfin, on a vu ce que ça a donné en Afghanistan. Ils sont assis à la table des talibans. Et, bon, au final... les talibans ont pris le pouvoir. Malgré 20 Exactement. ans et les milliards qui ont été mis sur la table, la revanche, comme l'a dit Niagalé, ils sont retirés quand même dans un contexte qui n'était pas très glorieux. On grand. va dire qu'en Afghanistan, ce soit un grand succès américain. Exactement. Ah bon, voilà. Alors, Donc, oui, justement. Donc finalement, la sortie sèche des Américains, elle aurait pu être évitée au Mali avec une sortie, parce qu'il y a eu un gain politique finalement. Mais là, il me semble qu'il y avait un objectif quand même, il y avait un plan de la part de la France. C'était ce que les militaires, notamment du point de vue militaire, alors c'est une expression qui vaut ce qu'elle vaut, mais c'est l'expression, c'est de tondre la pelouse avant qu'elle ne repousse. Et c'était l'objectif, c'était de frapper les groupes djihadistes à la tête, comme ça a été dit, pour les empêcher de monter en puissance. Bon, ça a échoué. Et pendant ce temps-là, l'idée, c'était que les États locaux parviennent à stabiliser leur pays, à redéployer l'administration, à faire régner la justice. Et tout ça n'a pas marché. Mais je pense que c'est important de dire que, bien sûr, les responsabilités sont partagées. C'est-à-dire qu'il y avait un plan qui a échoué parce que les partenaires locaux, enfin, par exemple, le gouvernement malien, n'a pas pu on ne peut pas prendre les attendre choses en main. de faire de la gouvernance non plus. Oui, on ne peut pas demander à une ancienne puissance coloniale de rebâtir l'État. Elle ne peut pas le faire. Elle est la plus mal placée pour le faire. Niagalé, quelle est la responsabilité finalement du gouvernement malien aussi dans cet échec ? Ce qui est très important, à mon avis, c'est de reconnaître que l'échec est collectif. Il y a un échec de la France, manifeste. Il y a un échec des Nations Unies aussi. La MINUSMA est une mission qui est très contestée et dont l'avenir est posé. Et il y a bien entendu, avant tout, un échec des États sahéliens. Parce que cette idée que vous avez très justement soulignée, à savoir de la capacité à reprendre le contrôle des territoires, cela signifie que l'État doit être perçu comme protecteur. Or, dans ces pays, et particulièrement au Mali ou au Burkina Faso, il est perçu comme prédateur. Et il n'y a pas suffisamment de confiance des populations pour considérer que la réinstallation de l'État va contribuer à améliorer leur position. Et en réalité, les populations se trouvent souvent prises entre deux feux. Il y a eu aussi des exactions de la part des forces armées maliennes ou des forces armées burkinabées, parfois alliées avec des milices. Et ça couvertes, aussi, donc, dont personne ne parlait vraiment. Donc, on en parlait. en parlait, les Nations Unies en parlaient, sauf qu'il y avait rien. Non, mais côté malien, côté local, je pense que... Côté malien, en fait, côté malien. c'était couvert. C'est ça qu'on dit. C'était... Oui, non, mais je crois qu'on s'est fait de grosses illusions. Moi, je veux quand même rappeler que nous sommes allés sur place, à l'origine, à la demande des autorités maliennes. Ça, c'est Serval. Et ça, transitoire. On l'a bien dit. De transition. C'était effectivement une autorité de transition. Ça dit tout du contexte. C'est très important. La réalité, c'est qu'on n'a jamais réussi dans aucun pays africain, ou quasiment aucun, à avoir des autorités civiles qui respectent, on va dire, les standards que nous souhaiterions être les nôtres. Et je pense qu'on a eu une grande illusion à essayer, à attendre des autorités maliennes qu'elles apportent cela. Et espérer qu'à travers l'aide au développement, qui est utile, c'est pas le sujet,
mais qu'à travers l'aide au développement, qu'à travers les coopérations, notamment avec les ONG. C'était ça la stratégie au départ, c'était une intervention militaire et ensuite on allait laisser justement les ONG se charger d'aide au développement au niveau local. Voilà. Ça n'a pas fonctionné. Honnêtement, si vous arrivez à me citer un endroit où ça a réellement fonctionné, je n'en connais pas. Donc moi, je suis vraiment de ceux qui pensent qu'il faut laisser aux Africains prendre en main leur destin, accompagner si on nous le demande, mais ne pas espérer faire plus que ce que nous sommes capables de faire. Alors, c'est accompagné tout de même aussi d'une guerre, une sorte de guerre informationnelle. Thomas, vous en parlez d'ailleurs dans votre article. L'Élysée a créé finalement une cellule guerre informationnelle. Il y a un sentiment anti-français donc, qui s'est créé. Alors après, effectivement, cette foule en liesse, on voit effectivement 10 ans après qu'il y a un sentiment anti-français, plus donc une instrumentalisation, une propagande donc russe côté Wagner, puisque donc les autorités maliennes, la junte malienne a choisi Wagner au détriment de la France. Oui, mais je pense que ce qui est très important de dire à ce stade, c'est que les Russes, enfin en l'occurrence Wagner, arrivent et exploitent des failles, exploitent un terreau qui est là. Préexistante. Ce qui est quand même très frappant, c'est les images qu'on a vues. D'abord en 2013, il se trouve que j'étais à Tombouctou, et c'est vrai quand François Hollande y était, les drapeaux français étaient partout. Et de voir 10 ans plus tard qu'il n'y a plus un seul soldat français sur le sol malien et qu'on brandit le drapeau russe et qu'on conspue le drapeau français, c'est quand même étonnant ce retournement de l'histoire. Et je pense que c'est tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'il y avait tellement d'attentes par rapport à la France. La France aussi, il faut se rappeler du discours de François Hollande, justement à Tombouctou. Il dit « on ne vous laissera pas tomber, on sera à Vokou ou à Bamako », où il dit que c'est le plus grand jour de sa vie politique. Il dit « on est là pour longtemps, on ne vous laissera pas tomber ». Donc il fait miroiter aussi énormément de choses aux populations. Et par ce que disait Niagali, les populations sont très démunies. Moi, je pense que dans cette réaction et dans le fait que ces populations se tournent vers la Russie, c'est qu'il y a beaucoup de dépit, d'une déception énorme. On pensait que la France allait aider le Mali à résoudre les problèmes. On attendait sans doute trop de la France. Et nous, peut-être qu'on aurait dû être aussi plus prudents dans nos discours à cette époque. Et si on se tourne vers la Russie, c'est bien la preuve que les populations attendent encore une aide venant de l'extérieur et ont quand même des ambitions limitées ou des attentes limitées, malheureusement, par rapport à leurs propres gouvernants. Wassim, les populations attendent une aide encore de l'extérieur quand ils parlent de la Russie, quand on parle de Wagner. C'est la guerre des perceptions, en tout cas, et il faut imaginer aussi que, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit monsieur le député, hein, il y a un dicton levantin qui dit il faut étendre son tapis à la taille de ses jambes. Donc avoir son ambition qui s'accorde avec ce qu'on peut faire. C'est quoi le but de la guerre? Est-ce que c'est d'avoir des bars et des boîtes de nuit à Gao ou d'empêcher un sanctuaire terroriste? Voilà. Donc c'est les vraies questions qui se posent. Après, pour Wagner, en ce qui concerne Wagner, c'est qu'il y a aussi cet imaginaire qui pensait que la France allait résoudre le problème en un claquement de doigts avec les drones. Les gens ne savent pas comment fonctionnent les drones, ça crée des attentes. C'était utile parce que les djihadistes avaient peur des drones tout le temps, une peur irrationnelle, sauf qu'un drone, c'est comme une lampe torche, ça éclaire un endroit. S'il n'y a pas de renseignement, le drone ne sert à rien. Donc c'est ça les attentes irrationnelles. Après, ils pensaient que Wagner allait résoudre le problème parce qu'on pensait que Wagner a résolu le problème en Syrie. Ce qui est totalement faux, c'est les forces américaines qui ont résolu le problème là-bas. Et donc maintenant, au bout d'un an, et c'est le sujet de mon rapport que j'ai fait à CTC, donc West Point, l'impact de Wagner a été plutôt positif pour les djihadistes. Parce que du fait de l'arrivée de Wagner, la France est partie, ça a créé une zone d'exclusion aérienne inédite au Mali depuis l'arrivée des djihadistes au début des années 2000, où ils peuvent se mouvoir facilement et même se battre, des batailles rangées médiévales dans des zones où l'armée française était présente. On parle on parle du Ménaka, on parle d'Ansongo, où les plus gros dégâts sont dans les combats intra-djihadistes. Aujourd'hui, l'État islamique tape aux portes de Gao, aux portes de Ménaka. On a des cartes pour le voir. Al-Qaïda a tapé à 30 km de Bamako quand même, dans l'ouest du pays jusqu'à la frontière avec le Sénégal. Donc tout ça, c'est inédit parce que les conditions et l'imaginaire qui disait Wagner va résoudre le problème, finalement sur le terrain, on voit que Wagner n'a pas les moyens de son ambition. Ils n'ont même pas de véhicule. Et ça, les gens là-bas le voient aussi, parce qu'on parle des populations qui ne voyaient pas les résultats. Est-ce qu'ils le voient vraiment? Parce qu'on a l'impression, effectivement, que pour l'instant, les Russes continuent. On parle de quelle population? Si c'est à Bamako, c'est une chose, mais les gens du Nord et les gens du Centre voient très bien ce qui se passe. Les gens qui subissent les exactions de Wagner à Moura, plus de 300 morts, 5 jours d'exaction, eux, ils savent très bien ce que ça vaut. Quand on parle à des témoins, on disait avant, quand il y avait un soldat blanc, on savait qu'il n'y aura pas d'exaction, en l'occurrence soldats français accompagnant les femmes. Maintenant, quand on voit un soldat blanc, on sait que c'est les Russes, on sait qu'il y aura des exactions. Donc la perception aussi change. Et c'est pour ça peut-être aussi qu'au Burkina, Wagner ne prend pas rapidement, comme l'auraient souhaité les Russes peut-être. Niagali, justement sur Wagner.
Donc le fait effectivement qu'ils ne parviennent pas non plus à éradiquer le djihadisme, c'est ce que vient de dire Wassim. Mais à mon avis, il ne faut pas s'en étonner. Comment imaginer que des soldats russes connaissent mieux le terrain que des soldats français qui eux-mêmes n'ont pas réussi à le maîtriser. Donc je pense qu'il n'y a pas de raison de s'en étonner. En revanche, il faut se rendre compte que l'intervention de Wagner, elle est militaire dans le centre du pays, mais elle est aussi informationnelle. Et là, il y a une très grande efficacité de l'approche qu'ils ont promue, y compris pour promouvoir les succès de l'État malien. Quand on lit les communiqués des FAMA, depuis l'arrivée des Russes, ils se sont complètement modifiés. Et la façon dont l'offensive malienne est présentée à l'opinion publique a eu un effet positif au départ. Alors aujourd'hui, face à l'absence de résultats, à quand même un attentat qui est survenu cet été à Katy. Donc là où est situé le cœur du pouvoir militaire est significatif de cet échec opérationnel, mais qui est à mon avis, aussi compensé par cette très grande efficacité, parfois terrifiante, sur le plan informationnel. Jean-Louis Thierault. C'est vrai que la France a créé, je le disais, cette cellule guerre informationnelle, donc ça devient effectivement un enjeu important en France, on s'en rend compte. Oui, on a encore une fois péché par illusion. On n'a pas vu venir le mécontentement. Et je crois que le mécontentement, il vient notamment de l'image extraordinaire que pouvait avoir la France et la puissance française. Et on n'a pas compris pourquoi, avec toute cette puissance française, ça ne marche pas. Et donc est arrivé un sentiment de frustration avec toutes les explications complotistes derrière, qui étaient de dire ils sont d'accord avec les djihadistes, ils sont d'accord avec ceux qui commettent des exactions. Nous-mêmes, nous n'avons que très tardivement engagé cette guerre informationnelle qui était sur un terreau local, mais que Wagner a très bien utilisé. On n'avait pas de commandement au départ. Enfin, c'est quelque chose que vraiment on a découvert en marchant et en apprenant, avec de vrais résultats. Vous avez vu, vous vous souvenez de la mise en scène quand on est sorti de la base de Gossi, où les mercenaires de Wagner, ou en tout cas leurs affiliés, ont amené des corps. On avait senti venir, donc grand progrès des armées françaises, puisqu'on avait laissé un drone sur le site après notre départ, qui avait fait un faux charnier et qu'on essayait de le présenter comme un charnier résultant du comportement de l'armée française. Le fait qu'on ait pu rendre public les images des drones, ça a quand même fait considérablement baisser la pression sur cette guerre informationnelle. Donc ça veut dire que je crois que la France progresse beaucoup. Aujourd'hui, il y a une feuille de route sur la guerre informationnelle qui a été rendue. Il y a une réflexion pour créer un commandement, ou en tout cas vraiment le gérer beaucoup mieux, mais on en est au balbutiement. Et dans ce domaine-là, les Russes, dont il ne faut pas oublier que ce sont les héritiers de l'URSS et de la propagande soviétique, avaient probablement et ont encore probablement une longueur d'avance. Ils ont une longueur d'avance, les Russes, sur la guerre informationnelle. On est dans une guerre informationnelle qui est asymétrique aussi. Oui. C'est-à-dire que nous, on essaye de riposter, mais la France, c'est un État de droit. Donc après, il peut y avoir des opérations secrètes, des GSE ou autres, mais l'armée, par exemple, elle est sous la tutelle du ministère, elle ne peut pas faire n'importe quoi et répondre, alors que de l'autre côté, vous avez Wagner, qui est un groupe sans foi ni loi, quelque part, et qui donc peut se permettre un peu tout et n'importe quoi. Donc on est dans cette guerre asymétrique, et par ailleurs, on a pris beaucoup de retard, parce que je pense qu'au départ, on s'est dit, et là je vous rejoins sur le péché d'orgueil, que notre action, quelque part, elle valait d'exemple, elle servait d'exemple, en fait, et que c'est un peu de l'arrogance, ça, quelque part. Un peu, oui. Oui, et c'est aussi... Notre action, ça suffirait à faire aimer la France, d'une certaine manière, à montrer qu'on finançait des projets de développement. Il fallait bien mettre financé par l'Union européenne ou par la France. Mais face à la guerre informationnelle menée par Wagner, ça ne suffit pas. Oui, je crois qu'il faut rajouter deux choses. C'est que c'est aussi une culture militaire française, où c'est un slogan des parachutistes en leur temps qui disait « faire, bien faire et laisser braire ». Et c'était quelque chose qui n'avait pas été... forcément intégré. La deuxième chose, c'est qu'en tout cas, dans les opérations ouvertes, vraiment la consigne donnée à nos armées, c'est de ne pas mentir
mentir, de ne pas donner de fausses informations. Je mets à part ce que peuvent être des opérations clandestines. Donc ça veut dire que c'est vrai qu'on s'interdit aussi d'utiliser des moyens que Wagner, par définition, utilise sans vergogne. Donc là aussi, dans une guerre informationnelle, par définition, quelqu'un qui prétend respecter l'état de droit a une longueur de retard par rapport à ses adversaires, en tout cas à court terme. À long terme, pas forcément, parce que ça veut dire qu'on est crédible. À long terme, Wassim, pas forcément justement l'impact de cette propagande russe au Mali, au Burkina, enfin dans la région d'une manière générale. Là, les faits commencent à parler. Ça veut dire les échecs, encore une fois, de Wagner au Mali, avec l'attaque de Kati, avec la poussée vers l'ouest, avec le kidnapping d'un prêtre allemand au cœur de Bamako qui a été exfiltré par Al-Qaïda dans le centre. Et tout ça, les gens le voient. C'est-à-dire, même si les gens de Bamako étaient abreuvés de cette propagande, aujourd'hui, ils voient tout ça, la situation économique, etc. Et je pense, encore une fois, c'est ce qui retarde peut-être cette attirance burkinabé pour Wagner aujourd'hui. Donc, je pense que les faits vont parler, évidemment. Mais il y a un jeu aussi des nations. Et il ne faut pas oublier aussi que Wagner, s'ils sont capables de mettre en scène un charnier, ils sont capables d'aller très, très loin. Des choses que, évidemment, donc les armées françaises ne font pas. Et d'ailleurs, c'était une percée conceptuelle que l'armée française divulgue pour la première fois des images de drones à chaud comme ça. Mais ça ne peut pas arriver tous les jours. C'est très nouveau. Ça, c'est très nouveau. Et d'ailleurs, le nouveau mode de fonctionnement des armées françaises, c'est ce qu'on voit au Niger. C'est-à-dire l'armée française est présente. L'armée française ne hisse pas de drapeau français au Niger, travaille que dans les casernes de l'armée du Niger. Il y a une opération commune qui a eu lieu en décembre contre un commandant opérationnel de l'État islamique. Donc le renseignement était français. Au sol, c'était les Nigériens avec appui français, et c'est comme ça que ça va marcher. Et c'est ce qui se profile ailleurs. Donc ça a changé. Ça veut dire, il y a plus de discrétion. L'armée française ne fonctionne plus toute seule. C'est-à-dire Barkhane, c'est fini, ce mode de fonctionnement est fini. Et quand elle est présente dans une caserne, elle est présente, on va dire, entre guillemets, sous la tutelle, pas sous le commandement, mais de l'armée locale. Et une grande différence aussi avec le Niger, c'est que par exemple, le président Bazoum a les coups des libres pour dire « je négocie avec un tel, je négocie avec un tel », et personne ne lui donne des leçons. Voilà. Moi, il me semble qu'on met en avant les difficultés qui ont été expérimentées par les militaires, mais on oublie que l'opération Barkhane, tout comme l'opération Serval, c'était avant tout, dans une démocratie, un instrument aux mains de la diplomatie et surtout de la politique étrangère de la France. Et je pense que la politique de communication au plus haut niveau, que ce soit au niveau du président de la République, au niveau du ministre des Affaires étrangères de l'époque ou de la ministre des Armées, ont eu un effet contre-productif avec des annonces extrêmement volontaristes qui n'ont pas des déclarations qui ont été perçues comme des provocations. On se souvient de cette fameuse convocation des chefs d'État du G5 Sahel à Pau qui a été très mal perçue, mais aussi une multiplication d'initiatives parce qu'on parle de l'échec sur le terrain, mais attention, à l'échec institutionnel a été créé un véritable monstre avec un empilement de structures, qu'il s'agisse de l'Alliance pour le Sahel, qu'il s'agisse du G5 Sahel, de la Coalition pour le Sahel, du P3S, partenariat pour la paix. Une sorte de millefeuille que vous avez en train de décrire. Qui existe encore aujourd'hui et dont on ne sait pas exactement quelle peut être l'utilité. Donc ça, c'est aussi important de réfléchir à l'implication civile qu'a pu avoir cette intervention. Jean-Louis Thieraut, millefeuille. Oui, mais si vous voulez, on a un millefeuille administratif en France et on a réussi, sur une intervention au Sahel, à reconstituer ce millefeuille qu'on peut avoir en matière territoriale ou qu'on peut avoir en matière administrative. Donc je crois effectivement, vous y ajoutez des querelles de préséance entre le développement, le Quai d'Orsay, la Défense et j'en passe, l'Élysée, voilà, et on arrive à ce dysfonctionnement qui vient aussi quand même de cette difficulté qui n'a pas été la définition claire d'objectifs et d'objectifs atteignables. On tournera toujours autour de ça. Je crois que malheureusement, c'est la réalité. Je voudrais revenir en un mot, si vous m'y autorisez, sur Wagner. J'ai une véritable inquiétude pour notamment le peuple malien, qui va être la première victime de la présence de Wagner chez lui. C'est qu'une fois qu'ils sont là, les faire repartir, nous, quand on a vu qu'on était indésirables, on n'est
parti, on est reparti proprement avec une opération qui d'ailleurs a été, en termes de désengagement, une réussite opérationnelle. Est-ce que demain, les miliciens de Wagner qui sont venus en espérant se nourrir sur la bête, parce que Wagner, c'est 2 objectifs, se nourrir financièrement sur la bête et servir les intérêts de l'État russe. Si demain, une autorité malienne plus ou moins légitime décide de les faire partir, moi, j'attends de voir ce qui se passera, parce que renverser de force le président malien putschiste, je ne pense pas que Wagner hésitera longtemps avant qu'un attentat soit commis. Mais pour l'instant, c'est pas encore à l'ordre du jour. C'est pas encore le cas, mais si ça devait l'être, c'est pour ça que je pense que les Nigérians ont bien raison, ou les Burkinabés, de ne pas les laisser rentrer. Mais la question qui se pose quand même au Mali, est-ce que l'exception n'a pas été cet enthousiasme qui a accueilli l'intervention française et François Hollande. Il ne faut pas oublier qu'au Mali, on est dans un environnement historique spécifique. C'est-à-dire qu'au moment de l'indépendance, le président Modibo Keïta a demandé à la France de partir, a fait alliance avec l'Union soviétique, alliance qui a duré jusqu'aux années 90. Il y a juste eu une période d'une dizaine ou quinzaine d'années où les Russes n'ont pas été présents. Mais même du temps de la démocratie, sous ATT, il faut se souvenir que le président avait refusé l'installation des forces spéciales françaises sur le sol malien. C'est pour ça qu'elles ont été ensuite installées au Burkina Faso. Oui. Donc il y a un historique. Oui, il ne faut pas considérer que le peuple malien ou les autorités maliennes étaient historiquement acquis à la France. C'est faux. C'est presque un accident de l'histoire. C'est presque un accident de l'histoire, Serval, en fait. Ouais, c'est vrai. Un mot peut-être sur les forces djihadistes. On va faire un point justement sur les forces djihadistes en présence en Afrique de l'Ouest. Wassim, d'abord, est-ce que en 10 ans, on peut dire que le djihadisme a progressé au Mali déjà et en Afrique de l'Ouest de manière générale? Pas que au Mali, il a beaucoup progressé pour toutes les raisons qu'on vient de Donc il a progressé beaucoup en 10 ans. C'est indéniable. Ça veut dire, pour schématiser un petit peu, ce qui était au nord Mali est descendu dans le centre. Les recrutements, comme ça a été très bien dit, sont devenus à un niveau local. Donc avant, les populations concernées, sans faire de raccourcis, c'était plutôt des Arabes et les Touaregs. Après, ça a commencé à recruter chez les Peuls. Et après, ça a commencé à recruter chez les Dogons maintenant. Et ce qui a été dupliqué, on va dire, du nord vers le centre, a été dupliqué du centre du Mali vers le Burkina. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas que des recrutements de combattants, ça veut dire recruter des têtes, des gens qui réfléchissent, comme Jafar Diko par exemple au Burkina, formés au Mali et renvoyés par Al-Qaïda au nord du Burkina. Et c'est la même chose aujourd'hui qui se passe un peu au Bénin, un peu au Togo. Donc il est indéniable aujourd'hui. Bénin, Togo, donc là on sort effectivement du Mali. Oui, parce que toute l'Afrique de l'Ouest. Parce que toutes les raisons objectives pour le développement de ces groupes sont là. Et à la faveur de la guerre entre eux, donc entre Al-Qaïda et l'État islamique, ça se radicalise des deux côtés. Donc ça serait une erreur de les considérer comme des bandits ou des gens sans projet. Parce que là, ce sont deux nébuleuses que vous décrivez, pour nos téléspectateurs, donc celle de Al-Qaïda et celle rattachée à l'État islamique. Qui sont à la fois concurrentes et parfois avec des alliances tactiques contre un troisième... les alliances tactiques, c'est fini. Depuis 2020, il n'y en a plus des alliances tactiques. C'est la guerre parce acharnée. Que justement, si vous voulez, je voulais en parler tout à l'heure, quand on tue les chefs, en fait, les chefs partent avec leurs alliances et leur accointance. Ce qui a empêché que la guerre éclate entre l'État islamique et Al-Qaïda au Sahel, comme partout dans le monde, c'était la vraie connaissance entre les chefs, entre eux. Mais du fait de les avoir éliminés, les seconds couteaux ne se font plus de cadeaux aujourd'hui et ils s'accusent d'être des mécréants et des apostats, sans licite, etc. Et on sait aujourd'hui que les plus gros dégâts, d'ailleurs, quand l'État islamique a été contenu en 2020, c'était grâce aux efforts Barkhane et Takuba, mais aussi à la faveur de la guerre avec Al-Qaïda. Donc aujourd'hui, les plus gros dégâts chez les djihadistes, ils se les font entre eux. Donc aujourd'hui, la présence... Les plus gros dégâts, mais ils ne se détruisent pas suffisamment pour justement ne pas progresser. Non, parce qu'ils arrivent toujours à recruter, parce qu'il y a des populations qui sont délaissées, sans État, et les populations cherchent une protection. Donc quand l'État islamique rentre à Tamalat, on va dire, il y a ceux qui partent, ceux qui sont tués, il y a eu des massacres, ceux qui se soumettent. Quand Al-Qaïda attaque Tamalat, ceux qui sont restés sont attaqués en les accusant d'être les alliés de l'État islamique. Il y a eu des massacres dans des villages d'Ansongo où Al-Qaïda a tué des gens, toutes ethnies confondues, en les accusant de soutenir l'État islamique et vice-versa. Donc cette radicalité des deux côtés, aujourd'hui, c'est ça qui éprouve les populations. Et finalement, comme l'a dit Niagale, Al-Qaïda propose une gouvernance. Al-Qaïda fait de la politique. Donc les gens les considèrent moins radicaux que l'État islamique et du coup, Al-Qaïda recrute plus. Donc Al-Qaïda a des gains politiques depuis l'entrée de Wagner en jeu et l'État islamique des gains militaires. Et c'est une réalité aujourd'hui avec un sanctuaire qui se consolide au Ménaka, une zone où il y a des richesses, des routes de commerçants au centre et des populations. Du Mali. On n'a pas de carte. Alors justement, mais comment est-ce qu'ils arrivent à
à persuader toute cette population de continuer justement à alimenter leurs troupes, alors que vous le dites, Wassim, ils s'entretuent. Enfin, on voit bien quand même que... Mais parce que je pense que par rapport à ce que disait Wassim, ce qui est important de noter, c'est que ces groupes, ils montent en puissance parce que quelque part, il y a plus vraiment d'alternative. C'est ça qui est terrible, c'est que les institutions, le modèle démocratique n'a pas répondu aux attentes parce que, pour plein de raisons, la corruption, la malgouvernance, etc. Mais les institutions démocratiques, ou le modèle démocratique, qui est d'ailleurs aussi porté par la France, il est complètement dévalorisé. Donc je pense que ces populations qui sont extrêmement démunies, qui sont en demande de justice, de sécurité, de protection, comme le disait Niagalé tout à l'heure, elles se retrouvent face à un État prédateur. Et vous avez un autre acteur, une autre force qui propose autre chose. Et que ça nous plaise ou non, les populations, elles sont dans l'urgence de survivre, en quelque sorte, et d'être protégées. Et les djihadistes proposent cette protection. Après, je pense qu'il faut quand même se rappeler que quand Serval est arrivé, si les Français ont été accueillis par des hurrahs et des drapeaux français, etc., c'est parce que c'était vécu comme une vraie libération. Pourquoi ? Parce que si on repense à ce film très beau, Tombouctou, quand vous ne pouvez pas faire de sport, jouer au foot, écouter de la musique, fumer, etc., c'est une oppression terrible. Et donc, quand vous avez des institutions qui reviennent et qui vous offrent cette liberté, vous êtes accueillis à bras ouverts. Sauf que, encore une fois, maintenant, ce modèle est dévalorisé. Et c'est terrible de se dire que, justement, les populations sont prêtes à s'en remettre à des groupes qui peuvent les opprimer, enfin, qui les privent de liberté, d'une certaine manière. Jean-Luc Thériault, mais c'est un vrai sentiment d'échec quand même. Non, mais on est en présence d'États faillis. Alors, vous parliez d'États prédateurs, mais en tout cas, les États ne font plus leur rôle de protecteur. Vous avez, que ce soit, en tout cas peut-être plus Al-Qaïda que l'État islamique, mais une justice, certes islamiste, mais rétablit l'ordre, rétablit la justice. Rapide, surtout. Rapide. Voilà. Expéditive. Voilà. Donc les populations se retournent. On est dans une post-féodalité, si je veux dire. C'est-à-dire qu'on cherche le seigneur qui va protéger une population. C'est ça la réalité. Donc oui, c'est évidemment pas une réussite géopolitique. Après, il y a aussi, et là je crois qu'il faut assumer des intérêts géopolitiques de la France, c'est qu'on n'a pas intérêt quand même à une déstabilisation complète parce que c'est du continent. On a l'ensemble. On assiste quand même. L'Afrique de l'Ouest est potentiellement menacée. C'est tout le golfe de Guinée à terme qui peut être menacé. Et on a quand même, c'est le seul succès qu'on a remporté, mais qui est quand même important. Je répète ce que je disais au début. Qu'en serait-il si on n'avait rien fait et si on avait eu une composante de l'État islamique qui s'était instaurée sur le territoire malien? En termes géopolitiques, est-ce que ça n'aurait pas pu être un facteur de déstabilisation majeure? Je pense que l'intérêt de la France aujourd'hui sur place, c'est d'éviter que la tache d'huile ne s'étende trop et, si besoin, de jouer les pompiers ponctuellement avant qu'on ait une situation totalement incontrôlable. Mais elle en a les moyens, Niagalé, justement, de contrôler quand même plus ou moins cette situation, la France. Alors, les moyens, ça dépend de quels moyens on parle. Alors, les moyens militaires de contrôler toute la zone, elle ne les a évidemment pas, on l'a vu. L'opération Barkhane s'étendait sur 5000 km², donc l'Afrique de l'Ouest, c'est illusoire. Mais est-ce qu'elle en a les moyens en termes d'image? C'est ça qui est très préoccupant aujourd'hui. On sait très bien qu'il y a aujourd'hui des bruits qui courent selon lesquels la force Sabre, qui réunit les forces spéciales au Burkina Faso, va peut-être quitter le pays pour s'établir où ça ne va pas être facile. Quid des forces prépositionnées au Sénégal, en Côte d'Ivoire? Est-ce que leur légitimité aussi ne va pas être remise en cause? Il ne faut pas oublier que la Côte d'Ivoire est quand même l'État où les mises en cause de la France ont été les plus violentes au début des années 2000. Et d'ailleurs, des solutions ont pu être trouvées à ça. Mais aujourd'hui, il y a très certainement besoin d'une réflexion pour rétablir la façon dont la France est perçue dans cette région où son image se dégrade malheureusement de jour en jour. Wassim, alors il y a un ancrage tout de même aujourd'hui qui se trouve au Niger. Ça va être le Niger, l'ancrage de la France aujourd'hui dans cette région. Oui, c'est le modèle. En tout cas, c'est le nouveau modèle qui va être suivi et qui était déjà mis sur la table par le chef d'état-major Burkhardt, par le président Macron il y a un moment, avant d'annoncer même la fin de Barkhane. Ça veut dire, comme on l'a dit tout à l'heure, être dans des bases nigériennes, aider les Nigériens, leur donner de l'information, mais ceux qui donnent le là,
seraient les Nigériens. Il n'y a plus d'opérations Barkhane, de patrouilles françaises toutes seules. Il n'y a plus d'emprises françaises qui sont strictement françaises. Je vous l'ai dit aussi, le drapeau français n'est pas levé là où l'armée française est présente au Niger. C'est quand même quelque chose qui est à noter. Et c'est ce modèle-là qui devrait être suivi. En tout cas, c'est le plan qui devrait être suivi dans la sous-région. C'est une sorte de nouveau modèle. Je crois que la volonté française est très claire et je pense que la France ne s'y trompe pas. C'est d'abord beaucoup plus de discrétion. En clair, plus de grandes opérations sous drapeau français, soutien aux armées locales, mais uniquement à la demande et sans être piloté par les armées locales, en précisant quand même qu'il y avait aussi une vraie dimension humanitaire dans ce choix-là. Parce qu'on a vu, par exemple, quand on faisait des opérations avec les forces maliennes, qu'on envoyait des Maliens sans gilet pare-balles, etc., où on pouvait avoir énormément de morts et de blessés. Nous, on faisait ça avec beaucoup moins de pertes et on avait tendance à se substituer, y compris par une dimension humanitaire. Ça, hélas, c'est de côté. Je crois que par contre, nos emprises, nos bases, si on veut rester légitime, c'est la discrétion et c'est envisager éventuellement des interventions exclusivement ponctuelles à base de forces spéciales si on estimait que des intérêts vitaux français étaient en cause. Mais très clairement, d'ailleurs on le voit dans les discussions qu'on a sur la LPM, la France renonce plus ou moins à son modèle expéditionnaire parce qu'il n'a pas apporté les succès souhaités. Je pense que dans les années qui viennent, la présence française sera discrète, même si on reste dans nos bases, et ce qui renforcera notre acceptabilité. Et après, même ça, c'est pas une science exacte. Ça veut dire, même quand par exemple, la France propose son aide au Burkina Faso, l'aide n'est pas demandée souvent à temps. Il y a des réticences parfois à demander de l'aide et souvent l'aide est demandée trop tard. On a vu quand le convoi a été tapé sur la route de Djibo, les Français ont appelé très très tard, l'opération était finie. Et ça, c'est un problème qui se pose aussi souvent parce qu'il ne faut pas oublier qu'au niveau des états-majors des pays concernés, tout le monde n'a pas envie d'appeler la France à l'aide. Et ceux qui ont envie d'appeler la France à l'aide n'ont pas envie d'être ceux qui l'appellent à l'aide. Donc c'est très compliqué. C'est des relations compliquées. Voilà. On a bien vu que c'était compliqué. Thomas Hoffnouc, je voulais juste revenir sur ce que disait monsieur le député tout à l'heure. On a 30 secondes. On a un succès, c'est qu'on a empêché l'installation, par exemple, d'un califat. Moi, j'espère que... Mais est-ce que cette menace du califat est pour à jamais c'est ce que j'allais dire, disparu? A-t-elle à jamais disparu? Est-ce que c'est pas reculer pour mieux sauter? C'est-à-dire quand on voit ce qui s'est passé en Afghanistan, on a fait la guerre aux talibans, ils sont au pouvoir. Est-ce qu'on a retardé simplement l'échéance ou est-ce qu'on va réussir à trouver une stratégie opératoire avec les partenaires locaux, et nous en retrait? C'est tout l'enjeu, parce qu'en tout cas, la guerre est loin d'être finie et on n'est pas en très bonne posture, malheureusement. C'est l'enjeu? Califat ou pas califat, finalement, à terme? À mon avis, ça n'est pas l'unique enjeu, parce que l'islam peut aussi arriver au pouvoir par des moyens politiques. Ne l'oublions pas, la progression du conservatisme, de ce point de vue-là, n'est pas que sur le terrain militaire. Merci beaucoup, Niagalé Bagayoko, d'avoir été avec nous. Merci Wassim Nasr, merci Thomas Hoffnouc et merci à vous, Jean-Louis Thiriot. Merci Thiriot, pardon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.